Alors, mes chers collègues, bonjour. Je vais tâcher de vous convaincre par rapport à l'utilité d'un registre en santé publique. C'est une lourde tâche. J'espère au moins pouvoir sensibiliser l'ensemble d'entre vous. Alors, si vous le permettez, on va commencer par une définition. Alors, très souvent, avec nos collègues, quand on discute, on a l'impression qu'un registre en santé publique, c'est un gros cahier. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Un registre en santé publique, c'est un type d'étude en épidémiologie qui nous permet de recueillir de manière continue et exhaustive les nouveaux cas d'une maladie à travers un territoire qui est géographiquement déterminé. Et alors, on a dit c'est un recueil continu exhaustif de données nominatives qui intéressent un ou plusieurs. Alors, on dit événements de santé dans le cas d'aujourd'hui, c'est le registre des AVC, mais ça peut très bien être un registre lié aux accidents, par exemple, de la voie publique, hein. Il en existe un d'ailleurs à l'INSP. Et quand on fait un registre, en fait, on le fait par rapport à une population qui est géographiquement déterminée. Pourquoi? Parce qu'après, vous allez voir qu'on va utiliser des populations pour calculer nos indicateurs. Il nous faut un dénominateur et il faut avoir la population qui habite ou qui, euh, qui est sur, par exemple, la wilaya enquêtée, en l'occurrence Blida, puisqu'on parle aujourd'hui du registre des AVC pour la wilaya de Blida. Et ce travail, en principe, il est fait par toute une équipe qui, normalement, a les compétences appropriées parce que la finalité, c'est quand même de générer une information de qualité qui va appeler l'action. D'accord? L'information sanitaire, ce n'est pas pour le plaisir de manipuler des chiffres. On fait tout ce travail-là pour avoir normalement des indicateurs qui vont permettre à nos décideurs de pouvoir orienter et organiser nos politiques de santé. D'accord? Alors, pour parler de registre, il y a 5 conditions. Je vous le disais à l'instant, il faut d'abord que l'entité géographique couverte par le registre soit géographiquement bien limitée. Il faut définir et quantifier la population éligible au sein de cette entité géographique. Il faut recenser en permanence les données. Donc, il faut savoir qu'un registre, c'est beaucoup de travail. On travaille tous les jours, on reçoit des cas tous les jours, on valide tous les jours. Il faut être exhaustif, c'est-à-dire prendre tous les cas. Dans le cas, par exemple, du registre des AVC, on devra prendre tous les cas d'AVC pour la wilaya de Blida et fournir des informations utiles et normalement non disponibles par d'autres sources. Si vous avez déjà ces indicateurs par d'autres sources, il faut savoir qu'en santé publique, il y a un paramètre qui est important pour nous, c'est celui du coût. Il n'y a pas besoin de dépenser de l'argent si on a déjà l'information par d'autres moyens. Alors, il faut savoir aussi que quand on parle de registre, normalement, pour parler de qualité d'information, il faut pouvoir recouper ces sources. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez normalement valider vos informations à travers d'autres sources. Ailleurs dans le monde, les gens travaillent beaucoup avec les données des caisses d'assurance. C'est une des conditions de validité, d'ailleurs, des informations collectées. Alors, un registre, à quoi ça sert? Un registre, il faut savoir que ça sert à estimer des indicateurs. Alors, ça peut nous permettre d'estimer, par exemple, l'incidence, mais aussi la prévalence, la mortalité. Ça peut nous permettre de décrire les différents aspects démographiques des patients, si ça a un intérêt particulier. Ça peut nous permettre de décrire les différentes formes cliniques d'une pathologie. Ça peut aussi nous permettre d'évaluer les résultats de traitement, si par exemple on s'intéresse au devenir des patients qui subissent un geste, par exemple, de revascularisation, ou de thrombolyse. Et quand on est des décideurs et qu'on a ces indicateurs entre les mains, eh bien, ces indicateurs, ils sont fort utiles parce qu'ils permettent de prévoir les besoins en diagnostic et en soins, donc d'organiser en fait un système de santé, de développer différents axes, hein, de développer l'offre de soins, d'adapter les politiques nationales de santé et même de motiver la réalisation de nouveaux essais cliniques. Donc, vous voyez quand même qu'un registre, c'est très riche en informations et ça peut nous permettre de faire beaucoup de choses. Alors, je me suis permis de vous rappeler une définition qui est quand même une définition de base, qui est celle de l'incidence. Alors, nous, quand on parle d'incidence, on la définit comme étant le nombre de nouveaux cas de maladie apparus au cours d'une période donnée sur le nombre de personnes susceptibles d'être atteintes sur cette même période. Il faut savoir que cette incidence, elle mesure la probabilité ou le risque d'être malade. On l'exprime pour 100, mais on peut l'exprimer aussi pour 1000 ou pour 100 000. Ça dépend en fait de la fréquence de la maladie dans la population. Alors, un registre, comment ça marche? Eh bien, en premier lieu, on a un médecin référent avec lequel on travaille. Ce médecin référent, il va vérifier que les critères d'inclusion sont bien réunis. Il va ensuite informer, il va demander l'accord du patient. Je vous rappelle qu'il s'agit quand même de données à caractère personnel qui relèvent du secret médical.
et que maintenant en Algérie, il y a une loi qui réglemente tout ça. C'est une loi qui est parue en 2018 et qui pénalise même la fuite de données à caractère personnel. Donc encore une fois, c'est des données sensibles. Il faut absolument que la confidentialité soit respectée. Il faut avoir aussi l'accord du patient. Ça, c'est très important. Et une fois qu'il a l'accord du patient, ce médecin référent, eh bien, il va recueillir des données sur un questionnaire qui est standardisé. Et là, généralement, c'est notre rôle. On intervient avec nos confrères cliniciens en fait pour standardiser les questionnaires, pour faire en sorte d'avoir en fait des supports d'information qui soient pertinents, qui soient bien rédigés, qui soient précis et qui soient fiables. Alors, une fois que cette information est recueillie, donc sur les questionnaires standardisés, eh bien, généralement, on envoie notre technicien qui se déplace sur le terrain pour récupérer ces questionnaires, encore une fois. Alors, ce n'est pas des questionnaires qu'on peut envoyer comme ça par n'importe qui, du fait justement de la confidentialité des données. Donc, on envoie notre technicien qui nous les ramène. À notre niveau ici à l'INSP, on contrôle d'abord la qualité des données. Est-ce qu'il y a des doublons? Parce que parfois, il arrive qu'un malade soit bénéficie de deux questionnaires. Ça peut arriver. On vérifie aussi qu'il n'y a pas d'incohérence. Parfois, entre le début et la fin du questionnaire, vous voyez des données qui ne sont pas compatibles, ce qu'on appelle des incohérences. On vérifie que les données soient exhaustives. Parfois, vous avez des confrères qui vous remplissent la moitié du questionnaire et l'autre moitié est vide. D'accord? Donc, tout ça, c'est notre rôle. Une fois qu'on a une garantie de la qualité des données, on saisit ces données, on refait un autre contrôle qualité avant l'analyse, et puis on a des logiciels qui nous permettent d'analyser ces données pour ensuite calculer les indicateurs qui nous intéressent. Et une fois qu'on calcule ces indicateurs, généralement, alors je ne sais pas si vous le voyez ici, c'est dommage, vous ne le voyez pas, mais en bas, pas enlever ça. Alors, en bas, on rédige un rapport, voilà, on rédige un rapport qu'on restitue ensuite à nos médecins référents. Donc, en fait, la boucle, elle est bouclée. Vous nous donnez une information, on en fait quelque chose et on vous la restitue. Donc, au final, tout le monde profite de cette information. Donc, un registre, il faut bien savoir que c'est un réseau. C'est un réseau, on travaille normalement dans la confraternité, dans le respect mutuel. Tout ça, c'est très important. Mais c'est ce qui fait qu'un pays avance, hein. Quand on a une information sanitaire de qualité, je peux vous dire que je vais vous donner ensuite un exemple et vous allez voir que ça génère des informations qui sont très utiles au niveau central. D'accord? Alors, il faut savoir qu'il y a différents types de registres. Il y a les registres dits de population qui consistent à inclure de manière globale toute une population à visée de santé publique. Si par exemple on prend tous les patients qui sont victimes d'AVC dans la wilaya de Blida, eh ben, c'est un registre de population. Il y a des registres qui sont plus restrictifs qui se limite à un secteur de prise en charge, et généralement hospitalier. Par exemple, si on prend tous les patients qui ont bénéficié d'un geste, par exemple, de revascularisation, de thrombolyse, là, on est plus restrictif. Et ce type de registre, en fait, d'ailleurs, qui est souvent parrainé par les laboratoires, ça faut le savoir, eh ben, ils ont pour objectif, en fait, d'évaluer des pratiques. Donc, c'est des objectifs quand même un peu différents. Alors, pour illustrer tout ça, je voulais partager avec vous les résultats d'une très belle étude qui a été publiée en octobre 2024 dans la revue de Lancet, qui est très prestigieuse. Et c'est une étude qui a été réalisée par un institut américain, qui est l'Institute of Health Metrics and Evaluation, qui travaille avec l'Université de Washington et qui fait en fait de la prospective en santé publique. Et dans cet article-là, ils se sont intéressés à l'AVC en particulier. Alors, il faut savoir qu'ils ont pris à travers la littérature plus de 300 000 sources de données. Donc, c'est quand même un travail de titan. Alors, il y a des données de registre, il y a des données d'incidence, mais il n'y a pas que ça. Il y a des données d'état civil, il y a des données délivrées par les autopsies, il y a des données de mortalité, il y a des données par rapport à l'exposition aux facteurs de risque. Bon, tout ça, c'est une très grosse équipe de chercheurs. Donc, ils ont sélectionné tout ça dans la littérature. Ils en ont fait une analyse systématique et ils ont estimé en fait des indicateurs à travers un modèle mathématique qui est de type bayésien. Donc, bon, ça, c'est des modèles probabilistes, c'est des mathématiques. Et ils ont délivré leurs résultats dans cet article-là. Alors, ils ont travaillé sur l'AVC, bien sûr, qui était défini selon les critères de l'OMS, qui était défini en trois catégories, ischémique, hémorragique et les hémorragies subarachnoïdiennes. Et ces chercheurs-là, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent qu'en 2021, ils estiment qu'il y a eu à peu près 11,9 millions de cas incidents d'AVC dans le monde.
Et 83% de ces cas incidents ont eu lieu dans les pays à revenus bas ou intermédiaires. Alors, quand ils ont calculé le sexe ratio, ils ont trouvé 1,1, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait pas de prédominance d'un sexe par rapport à l'autre et que cette affection, en fait, touchait les deux sexes pratiquement de la même manière. Et ils ont aussi calculé une incidence standardisée sur l'âge. Alors, l'incidence standardisée sur l'âge, c'est une incidence qu'on calcule, nous, par rapport à une population de référence, qui est une population mondiale, et qui nous permet de comparer, en fait, les différents pays, même quand ils n'ont pas la même structure de population. Parce que vous savez il y a des pays qui sont plus jeunes que d'autres. Donc, pour pouvoir comparer tous ces pays-là, on fait généralement des standardisations. Et quand ils ont calculé leurs incidences standardisées selon l'âge des AVC, eh bien, ils ont retrouvé des disparités géographiques importantes. Il faut savoir que l'incidence la plus élevée au monde, elle est observée dans les îles Salomon, qui sont des îles en fait du Pacifique, avec 355 pour 100 000. Et la plus basse incidence au monde, elle a été observée au Luxembourg, avec 57,7 pour 100 000 nouveaux cas. Alors, quand ils ont étudié la répartition des AVC selon le type dans le monde, eh bien, ils se sont rendus compte que 65% des AVC étaient ischémiques. Il y avait à peu près 29% des AVC hémorragiques. Donc, les AVC hémorragiques, en fait, sont moins fréquents que les AVC ischémiques. Et les hémorragies sous-arachnoïdiennes représentaient, en fait, 6% de l'ensemble des AVC. Mais cette répartition, en fait, elle changeait en fonction des revenus du pays. Et c'est ça qui est étonnant. C'est qu'en fait, dans les pays à très haut revenu, c'est les AVC ischémiques qui prédominent et qui sont en fait à plus de 75%. Et plus on allait vers des pays à revenus bas, et plus en fait le pourcentage d'AVC hémorragique était important. Et ça, c'est une constatation que les chercheurs ont fait et pour lesquels ils n'ont pas vraiment d'explication. Alors, ils se sont intéressés aussi à la prévalence des AVC dans le monde. Et en 2021, ils ont calculé qu'il y avait eu à peu près 93,8 millions de cas prévalents, c'est-à-dire en fait de personnes qui avaient survécu déjà à un AVC. Le taux de prévalence le plus élevé était observé au Ghana, qui est un pays africain, avec 2045,8 pour 100 000, et le plus bas était observé à Chypre, avec 521,1 pour 100 000. Alors ensuite, ils se sont intéressés aux DALI. Alors les DALI, qu'est-ce que c'est? Eh bien, les DALI, c'est les années de vie en bonne santé perdues par rapport à une espérance de vie théorique. Et DALI, c'est important parce que ça permet de mesurer la charge de morbidité liée aux AVC. Et ils ont calculé qu'en 2021, les AVC étaient responsables de 160,4 millions de DALI dans le monde. C'est la quatrième cause de DALI après le Covid-19, les cardiopathies ischémiques et les troubles néonataux. Alors, il faut savoir que les AVC hémorragiques représentent à eux seuls plus de 49,6% des DALI attribués aux AVC. Donc, les AVC hémorragiques sont en fait très pourvoyeurs d'invalidité et de handicap. Alors, le taux le plus bas était observé en Suisse. Ce n'est pas très étonnant parce qu'ils ont quand même une prise en charge qui est très bonne, avec 300,3 pour 100 000. Et le plus élevé était observé en fait dans une île perdue du Pacifique, en Océanie, qui est l'île Nauru, où on a observé en plus de 6100 pour 100 000 en taux de daily rates. Alors, ensuite, ils se sont intéressés à la mortalité par AVC. Il faut savoir qu'en 2021, le docteur Bellamri nous l'a déjà dit, les AVC étaient la troisième cause de décès au monde. Il y a eu 7,3 millions de décès en 2021, ce qui représente 10,7% de l'ensemble des décès. Et c'est la troisième cause de décès au monde après les cardiopathies ischémiques et le Covid-19. Alors, le taux de mortalité le plus bas par AVC, il était observé à Singapour, qui est quand même une île très développée. Les gens de Singapour sont des gens très organisés et très travailleurs, où ils ont 14,2 pour 100 000 en taux de mortalité par AVC. Et le plus élevé était curieusement observé dans un pays d'Europe, la Macédoine, de l'ancienne Yougoslavie en fait, où le taux de mortalité par AVC culminait à 277,4 pour 100 000. Alors ensuite, les chercheurs se sont intéressés à la charge morbide. Alors la charge morbide, c'est un indicateur composite qui prend en charge l'incidence standardisée, la prévalence, la mortalité et les DALI. Et en fait, cet indicateur composite nous permet de mesurer l'impact de la maladie en termes de santé publique. Donc c'est un indicateur très important. Et en 2021, la charge morbide liée aux AVC la plus importante reposait en fait sur une région qui est celle de l'Asie, du centre et de l'Est, et sur la région subsaharienne. Et la moins importante était observée en Amérique du Nord et en Australie, qui sont parmi les pays les plus développés de la planète.
Alors ensuite, ils se sont intéressés à une évolution de 90 à 2021. Et là, j'ai été étonnée d'apprendre qu'au niveau mondial, en fait, les chercheurs avaient observé qu'il y avait une diminution non seulement de l'incidence, mais aussi de la prévalence, de la mortalité et des taux de DALI par AVC. Mais il faut savoir que dans cette dynamique, en fait, ils disent que depuis 2015, il y a une stagnation de cette baisse et qu'on voit de plus en plus une augmentation de certains de ces indicateurs chez les moins de 70 ans. Alors, il faut savoir qu'en 2021, cette même équipe de chercheurs considérait que plus de 84% des DALI dus aux AVC cérébraux étaient attribués à 23 facteurs de risque analysés. Alors, je ne vous les ai pas mis tous, mais les plus importants, et là, ils se sont intéressés à un indicateur, nous, qu'on appelle la fraction attribuable en termes de population. Alors là, cette fraction attribuable, qu'est-ce que c'est? C'est le pourcentage de cas que vous évitez si vous supprimez l'exposition. Et là, vous voyez qu'en premier lieu, vous avez les pressions artérielles élevées avec 56,8%. Ça veut dire qu'on supprime 56,8% des DALI liés aux AVC si on arrive à normaliser la tension artérielle dans une population, dans la population mondiale. En deuxième lieu, vous avez la pollution de l'air. Et ça, c'est vraiment une nouveauté dans cette étude puisqu'il y a déjà eu des études qui ont démontré l'impact de la pollution de l'air sur les maladies non transmissibles. Mais là, vraiment, cette étude, elle conforte cette théorie. Alors, pour la pollution de l'air, c'était 16,6. Ensuite, vous aviez le tabac à 13,8. Ensuite, vous avez le cholestérol élevé, le LDL, à 13,1. Vous aviez la pollution à l'air domestique, et notamment par tout ce qui est combustible. Vous savez, les gens qui se chauffent encore au charbon, qui ont des cheminées à la maison, ben c'est un facteur, figurez-vous que c'est un facteur de risque important des AVC. Vous avez aussi le régime riche en sodium. Vous avez le régime riche en tout ce qui est sucre, glucose. Vous avez les troubles de la fonction rénale. Vous avez les régimes pauvres en fruits. Vous avez aussi la consommation excessive d'alcool, le BMI élevé, le tabagisme passif, l'activité physique faible et le régime pauvre en légumes, en fait, en fibres. Alors, c'est ces 13 facteurs-là qu'ils ont étudiés et dont ils ont estimé, en fait, la charge morbide par rapport aux DALI liés aux AVC. Alors ensuite, ils ont fait ça par région. Et regardez, nous, pour notre région, l'Afrique du Nord et Middle East, ils considèrent, alors ils ont classé donc, ces facteurs de risque, en fait, ils ont attribué en fait des scores aux facteurs de risque et ils considèrent que pour notre région, donc l'Afrique du Nord, le facteur numéro 1 lié au DALI des AVC, c'était la pression artérielle élevée. Ensuite, en deuxième position, vous avez la pollution de l'air. C'est quand même une nouveauté pour nous. Et puis en troisième position, vous avez tout ce qui est trait à l'hypercholestérolémie. Et en quatrième position, vous avez tout ce qui est consommation excessive de sucre, en fait. Voilà. Et puis tous les autres facteurs sont en bleu, c'est-à-dire qu'ils considèrent en fait que c'est un rang mineur. Alors, ils ont aussi produit des estimations pour l'Algérie. Il faut savoir que dans cette étude qui fait peut-être 20 pages, il y a 5 ou 6 pages où chaque pays est détaillé avec des estimations vraiment qui sont sincèrement impressionnantes. Et pour l'Algérie, ils considèrent qu'en 2021, sur l'ensemble du territoire national, on a eu à peu près 52 000 cas d'AVC. Alors, qui ont causé donc 27 000 morts et donc un cas prévalent de 458 000. Et en termes de DALI, ça correspond à 572 000. Ça, c'est leurs estimations pour l'Algérie. Alors ensuite, si on réfléchit en termes de taux, parce que ça, c'est des données absolues, mais quand on réfléchit en termes de taux, c'est-à-dire rapporté à la population algérienne, regardez, nous, si on prend le taux d'incidence standardisé sur l'âge, on est en orange. Ça marche ça? Non, ça marche pas. Bon, en tout cas, on est au milieu de la carte en orange avec un taux d'incidence standardisé estimé à entre 139,2 et 154,7 pour 100 000. Alors, pour ce qui est du taux de prévalence standardisé sur l'âge, on est toujours dans les oranges avec une prévalence qui est estimée entre 1180,2 et 1255,3. En termes de DALI, si on réfléchit en termes de taux standardisé sur l'âge aussi, on est toujours dans la zone orange avec un taux qui est estimé entre 1771,6 et 2071,5. Et si on considère le taux de mortalité par AVC standardisé sur l'âge, on est toujours en orange.
on est entre 101,9 et 120,5. Ça, c'est les estimations de l'Institut de Health Metrics. OK. Alors, maintenant, pour conclure, en fait, les auteurs concluent leur étude en disant que cette étude, en fait, a permis de mesurer la contribution importante dans la morbimortalité des AVC de la pollution, dont la charge morbide était pratiquement similaire à celle du tabagisme. Alors, quand on parle de pollution, on parle des particules ambiantes, donc de la pollution atmosphérique, mais on parle aussi de la pollution à l'air domestique, hein, celle qu'on retrouve dans les foyers. Et ils mettent aussi en évidence la contribution importante dans la morbimortalité de l'augmentation de la température liée au changement climatique. Il faut savoir que ces chercheurs, d'ailleurs, terminent leurs études en tirant la sonnette d'alarme et en disant qu'il faut à tout prix que les autorités réagissent par rapport au changement climatique. Voilà ce que je pouvais vous dire. Merci de votre attention.